Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 22 mars. Des agriculteurs et des camionneurs indépendants ont bloqué hier la raffinerie de Feyzin jusqu'à 16h. Ils entendaient protester contre la hausse des prix des carburants. La fédération BTP Rhône et Métropole tire également la sonnette d'alarme en raison des prix des matières premières, du coût du transport. Des chantiers pourraient être suspendus, prévient la fédération. Dans cette édition, nous écouterons Norbert Fontanel, chef d'entreprise et président de la commission économique de la fédération BTP Rhône et Métropole. On connaît le nom du successeur de François Turcat à la tête de la CPME du Rhône. La 4e édition du Festival des entrepreneurs Live débute demain à Lyon et pour 48 heures. Une trentaine d'animations différentes sont proposées pour ce festival. Ce mardi, c'est aussi la journée mondiale de l'eau. La métropole en profite pour inviter les habitants à partager leur vision sur la gestion de cette précieuse ressource. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la mise en place d'un budget participatif à Lyon, mais une autre commune de la métropole a déjà inauguré cette forme de démocratie participative, Villeurbanne. Retour d'expérience avec Jonathan Boquet, l'adjoint à la transition démocratique à Villeurbanne. Et puis rugby, on parlera à la fin de cette édition de la Coupe du Monde 2023. On en sait un peu plus sur le camp de base des différentes équipes dans la région. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une cinquantaine d'agriculteurs et de camionneurs indépendants ont bloqué hier la raffinerie de Feyzin entre 4h du matin et 16h. Ils entendaient protester contre la hausse des prix des carburants. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Yvan Bouchier, s'est rendu sur place pour dialoguer, mais un dialogue qui s'est avéré tendu. Manuel Arandal, paysan en Savoie et membre de la Confédération paysanne. Je pense que le gouvernement, il se rend pas compte de la gravité de la situation sur des entreprises. Pas que les agriculteurs, les transporteurs. Moi, j'ai des transporteurs qui me disent, ils en sont à des jours c'est pas à des semaines. L'échéance, elle est pas à des semaines avant qu'ils coulent. Ils vont couler dans les jours qui viennent. Les fermes, il y a des fermes qui passeront pas l'année. Donc, non, le gouvernement, il ne se rend pas compte. Il se rend pas compte de la gravité. On n'éteint pas un incendie avec des gouttes d'eau. En donnant 300 millions aux taxis, 300 millions aux pêcheurs. D'ailleurs, les pêcheurs, ils sont pas contents, ils ont bloqué le pont de Normandie. En Corse, il y a les 2 ports qui sont bloqués aujourd'hui par des agriculteurs. Non, faut pas dire, les gens sont pas contents, on n'est pas du tout satisfaits. Ils ont donné des primes à chacun pour essayer de calmer, mais voilà, on n'éteint pas un incendie avec des gouttes d'eau. Les manifestants ont finalement plié bagages, agriculteurs et transporteurs n'ont rien obtenu. Des chantiers qui pourraient être suspendus, des projets qui pourraient être reportés voire annulés. La fédération BTP Rhône et Métropole tire la sonnette d'alarme. Après 2 ans de difficultés dues au Covid, les entreprises de la région lyonnaise subissent de plein fouet les effets de la guerre en Ukraine, à commencer par les prix très volatiles des matières premières, le coût des transports lié à celui des carburants. BTP Rhône réclame des mesures d'urgence de la part des pouvoirs publics, la réinstauration de la capacité de révision des marchés publics ou encore une solidarité à l'échelle de la filière. Nous avons rencontré Norbert Fontanel, dirigeant de l'entreprise éponyme basée à Quincieux et président de la commission économique de la fédération BTP Rhône et Métropole. La majorité de nos matériaux proviennent de matières premières qui viennent, pour ce qui est de l'acier, ça vient d'Europe de l'Est, de l'Ukraine. Les billes d'acier sont produites là-bas et puis sont transformées dans les usines européennes. Mais faut savoir que le coût de l'acier a augmenté entre 40 et 100% selon les types de profilés et selon les métiers. Toute l'industrie où les matériaux sont chauffés, c'est avec du gaz qui provient essentiellement de Russie. Le prix du gaz a été multiplié par 9 ou 10, donc il y a certaines usines qui préfèrent fermer leur activité plutôt que de produire à perte. Et il y a un phénomène de panique également qui existe puisque on craint une pénurie de matériaux, donc il y a du surstockage qui peut se faire par endroit et donc on a des matériaux qui flambent au niveau prix et puis effectivement on a cette peur que les matériaux n'arrivent plus de l'Est, notamment pour le carrelage et du carrelage italien qui est produit avec une terre qui vient d'Ukraine et donc là la production s'est arrêtée, donc c'est très compliqué pour tout le monde. Sans matériaux c'est dur de mettre les choses en place. Il n'y a pas possibilité de répercuter ces coûts? La plupart de nos marchés sont des devis qui ont été faits il y a 3 ou 6 mois où on a l'habitude de traiter ferme parce que depuis 20 ans on est sur une inflation qui est très maîtrisée, donc on traite ferme nos chantiers. La donne a changé maintenant et donc effectivement on se trouve dans une période où
nos coûts matériaux ont augmenté de 10 à 15%, ce qui par répercussion, nos prix de vente, c'est 5 à 7%. Quand on sait que la marge moyenne des entreprises du bâtiment, c'est 2%. Donc on sait très bien que les chantiers qui sont en train de se faire sont en train de se faire à perte. D'où peut venir le salut ? Il faudrait que la filière de construction puisse discuter, que les donneurs d'ordre et les entreprises puissent se rencontrer pour savoir quel est le niveau de perte et ce qui est possible de faire. La première chose, ce serait sûrement de faire des économies par rapport à ce qui était prévu, c'est de mettre des matériaux moins coûteux pour pouvoir rester dans les budgets. Et puis, il y a effectivement les collectivités locales ont leur mot à dire parce que quand on a prévu de mettre, par exemple, des fenêtres en aluminium, si l'aluminium a doublé de prix et que le prix de la fenêtre, déjà peut-être des entreprises ne pourront pas produire, revenir à des fenêtres en bois ou j'oserais dire en PVC, malgré que le PVC soit un matériau qui soit bientôt interdit parce qu'il est au niveau environnemental, il n'est pas top. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions et les solutions, c'est toute la filière, y compris les collectivités, y compris les pouvoirs publics. Paradoxalement, les carnets de commandes sont bien remplis. Est-ce que vous craignez que des chantiers soient annulés ou des projets soient annulés ? Le monde de la construction, c'est un pari, un pari sur un prix de terrain qui existe, donc ça on le connaît au départ, et puis après c'est un pari sur un coût de construction et sur un prix de vente. Mais le prix de vente, il peut pas s'envoler parce que la clientèle, au bout d'un moment, elle est plus solvable. La variable d'ajustement, c'est malheureusement le coût de construction, et le coût de construction, il y en a 30 à 40% qui provient du coût des matériaux. Si on a un coût de matériaux qui s'envole, ça va être compliqué. Si le prix de vente à la sortie ne peut pas augmenter, l'affaire ne se fera pas. Donc là aussi, il va falloir que les systèmes bancaires, le système de financement des particuliers qui achètent des logements soit revu pour que les gens puissent acheter. Et puis, pourquoi pas ne mettre en place un système de révision de prix à la hausse ou à la baisse, en fonction du coût des matériaux. Ceci se pratiquait il y a une trentaine d'années, dans les années où il y a beaucoup d'inflation. On revient à des années d'inflation, il faut reprendre les outils qui ont fonctionné après le premier choc pétrolier des années 74-76. Les élections viennent compliquer la donne ? Comme d'habitude, en période d'élection, il ne se passe pas grand-chose. On a beaucoup de promesses et les décisions se prendront à partir du mois de septembre 2022, mais ça sera peut-être un peu tard. Donc les élections, plus les législatives, plus les vacances, il faudra peut-être supprimer les vacances cette année. Des entreprises sont menacées aujourd'hui concrètement ? Oui, j'ai beaucoup de collègues qui se font du souci. Première chose, c'est si on a une crise de matériaux, effectivement on risque de ne pas pouvoir travailler, donc il va falloir mettre en place du chômage partiel, qui va venir après le chômage partiel du Covid, donc ça va pas être simple. Et puis les entreprises qui viennent de se monter, ou les entreprises qui ont été rachetées avec des trésoreries un peu faibles. Après le Covid, il y a la crise des matériaux, la guerre en Ukraine, ça va pas être simple. Norbert Fontanel, président de la commission économique de la Fédération BTP Rhône et Métropole. On connaît le nom du successeur de François Turcat à la tête de la CPME du Rhône. Franck Maurice, secrétaire général du syndicat patronal durant 25 ans. Il succédera en juillet prochain au médiatique François Turcat. Il avait quitté son poste de secrétaire général de la CPME fin 2021 pour se consacrer à la présidence du groupe Alpes, la laiterie du Mont-Aiguille en Isère. La 4e édition du Festival des entrepreneurs Live débute demain à Lyon et pour 48 heures. L'événement a pour objectif de mettre en lumière la forte dynamique entrepreneuriale. La métropole a enregistré l'an dernier 31 249 créations d'entreprises. Près de 30 animations différentes sont proposées pour ce festival, comme par exemple demain, un jeu de piste organisé par plusieurs entreprises aux ateliers de l'audace, atelier de réparation de vélos qui s'appuie sur l'insertion. Tout le programme sur live-lyon.com. Ce mardi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. La métropole de Lyon profite de l'occasion pour inviter les habitants à partager leur vision sur la gestion de cette ressource. Le 1er janvier prochain, la métropole reprendra d'ailleurs en régie directe la compétence sur le service d'exploitation et de distribution de l'eau sur son territoire. Une table ronde est organisée ce soir de 16h30 à 18h30 à l'Université catholique. Elle sera retransmise sur la chaîne YouTube de la métropole. Le tribunal des générations futures échangera sur la question « Faut-il sanctionner le gâchis d'eau ?» à partir de 19h30. De nombreuses animations seront également organisées dans les 59 communes durant les 6 prochains mois.
Lyon demain, média agitateur d'idées. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont 3 mois pour déposer leurs idées. Un vote aura lieu du 7 novembre au 4 décembre, donc à la fin d'année, pour choisir les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre du premier budget participatif, 12,5 millions d'euros à l'échelle de la ville de Lyon. Une autre commune a déjà inauguré cette forme de démocratie participative, Villeurbanne. 9 projets ont été retenus pour une enveloppe de 500 000 euros. Jonathan Boquet est adjoint aux finances et à la transition démocratique à Villeurbanne. Un budget participatif, c'est un dispositif dans lequel les habitants peuvent soumettre des projets et les départager par leur vote. Donc ils sont dans le contrôle de l'allocation des fonds de la ville pour les projets qu'ils souhaitent. Comment ça s'est passé à Villeurbanne ? Ça s'est passé extrêmement bien sur une expérimentation. L'idée était de tester très rapidement ce dispositif dans le mandat pour donner à voir cette transition démocratique avec les habitants. Il y a eu plus de 300 projets proposés par les habitants dans la première phase, qui ont ensuite été filtrés par une assemblée préfiguratrice de l'Assemblée citoyenne qu'on mettait en place la même année. 40 projets mis ensuite au vote de l'ensemble des habitants à partir de 11 ans. Plus de 2500 voix pour départager tous ces projets et 9 lauréats à hauteur de 500 000 euros de budget pour 2021. Alors il en sort quoi ? C'est quoi ces 9 projets concrètement ? Alors parmi les projets retenus, on a par exemple des bornes anti-moustiques, un nichoir à chauve-souris aussi dans la lutte anti-moustique. On a des projets culturels sur le street art. On a un parcours santé, l'installation de poubelles. Donc c'est assez divers, assez hétéroclite dans les projets proposés. Certains ne nous étonnent absolument pas et renvoient à notre propre projet politique. Et d'autres, effectivement, nous surprennent, comme tout ce qui est de l'ordre de la lutte anti-moustique. On ne s'attendait pas à ça, mais ça montre que les habitants peuvent faire remonter par ces dispositifs des problèmes qu'ils identifient et qu'on n'avait pas identifiés. Ça veut dire que l'intuition citoyenne n'est pas forcément celle des élus ? Ça veut dire qu'on ne se rend pas toujours compte, effectivement, des priorités et que par la participation, par la démocratie locale, par le fait d'aller chercher leur avis de manière plus systématique, on peut voir apparaître d'autres projets que ceux qui viennent spontanément dans nos esprits. C'était une première édition, est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres déjà, et puisque l'enveloppe sera augmentée ? Les habitants se sont vraiment emparés de cette première édition, donc ça nous convainc sur le fait qu'il faut renouveler l'expérience, et comme on s'y était engagé, on va doubler l'enveloppe, on va même un peu plus que la doubler, puisqu'on passe de 500 000 euros à 1,2 million d'euros de budget d'investissement sur 2022. Jonathan Boquet, adjoint à la transition démocratique à Villeurbanne. Notez que la première séance plénière de l'Assemblée citoyenne de Villeurbanne se réunira ce samedi de 9h à 13h au centre culturel Cour-Émile Zola. Avec cette assemblée, la ville de Villeurbanne souhaite que les habitants s'emparent de l'action publique. Ainsi, les membres seront divisés en plusieurs groupes, dont un, justement, sera chargé de coordonner le budget participatif. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Rugby, c'est officiel. Le camp de base des All Blacks sera à Lyon durant la Coupe du Monde 2023. La Nouvelle-Zélande va s'installer en effet dans la capitale des Gaules pour disputer ses matchs de poule. Elle jouera 2 matchs contre l'Italie le 29 septembre et l'Uruguay le 5 octobre. L'équipe devrait séjourner entre Rhône et Saône plus d'1 mois jusqu'à la fin de la première phase prévue le 8 octobre. À noter que les All Blacks utiliseront les installations du Loup pour s'entraîner. De leur côté, les Wallabies séjourneront à l'hôtel de la Charpinière à Saint-Galmier dans la Loire. Ils utiliseront les installations du club d'Andrézieux-Boutéon. L'Australie jouera 2 matchs à Geoffroy-Guichard face aux Fidji et face aux vainqueurs du tournoi final. Enfin, l'Italie devrait s'installer à l'hôtel Mercure de l'île d'Abo pour profiter du stade Pierre-Rajon à Bourgoin-Jallieu. La Squadra Azzurra sera opposée aux All Blacks et aux 15 de France au Groupama Stadium. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.